Russell Banks, donc, avec vous, Mine, on a décidé de s'arrêter sur l'auteur, d'autant qu'en plus il était à Paris, et c'est donc un grand plaisir de le recevoir. Voilà, et donc American Darling, en fait, c'est une sorte de vaste fresque, un roman en fait d'une génération, celle des années 60 aux États-Unis, à travers le parcours d'une femme nommée Anna. Donc Anna Musgrave, c'est une jeune femme. Au début du livre, c'est plutôt une vieille femme, et elle revient sur son parcours. Elle est issue de la bourgeoisie qui s'est engagée dans les années 60 dans les mouvements contestataires. Elle a flirté un moment avec le terrorisme, et ensuite elle s'est exilée au Libéria, d'où elle est revenue ensuite, en y laissant là-bas son mari et ses enfants, qui étaient noirs et qui appartenaient d'ailleurs à l'administration politique du Libéria. Alors en fait, c'est un livre, d'abord classiquement une quête identitaire. Donc c'est une femme qui se cherche politiquement, qui se cherche même sexuellement, qui se cherche même par rapport à sa famille. C'est aussi un livre donc, sur l'héritage des mouvements contestataires. C'est un livre qui entremêle histoire collective et histoire individuelle constamment. Et c'est également un livre, parce que c'est noté à un moment dans le roman, sur le basculement d'une ère à une autre, et dont le 11 septembre constitue finalement une date charnière. Donc voilà. Bon. Sur l'identité, Anna, qui est donc cette contestataire dans les années 60-70, elle flirte avec le terrorisme urbain. Il y a cette tentation-là dans ces milieux-là au tournant de ces années-là. Donc un jour, elle décide de partir au Libéria parce qu'elle est recherchée par le FBI. Et le jour où elle décide de partir, elle l'explique de cette manière-là. Nous sommes restés un long moment assis face à face, sans rien dire, pendant que j'essayais de laisser mon nom recouvrir mon corps et mon esprit. Mais il ne m'allait pas tout à fait quand je m'en enveloppais. Il me serrait et me tirait par endroits. Il était devenu trop étroit, comme s'il avait été taillé pour le corps et l'esprit d'une autre, d'une femme que je ne connaissais pratiquement pas. Je n'étais plus la Anna Musgrave entrée dans la clandestinité en 1970, disparue du monde de ses parents, de sa ville et de son université, de ces lieux où elle avait jadis joué un rôle central ou du moins un rôle connu et reconnu. Et si je ne pouvais pas revenir à l'ancienne Anna que j'avais abandonnée, je ne pouvais pas davantage effectuer un grand bond en avant et devenir la nouvelle Anna qui s'en était bien tirée, Dieu merci, et qui peut raconter cette histoire bien des années plus tard. Voilà bien la question de l'identité. Russell Banks, est-ce que vous êtes d'accord sur la quête identitaire et sur un thème qui traverse toute votre œuvre, qui est celui de la filiation, le rapport aux parents, et le rapport, au-delà de la filiation, le rapport à son milieu, à son origine? Well, that's certainly a central. Effectivement, je pense que c'est un véritable moteur central qui nous fait avancer, mais je ne souhaitais pas que ce soit la seule force motrice, la dynamique familiale, la psychologie du personnage. Je pense que personne ne peut inventer complètement sa vie. Il y a d'autres facteurs. Et ce que j'essaie de faire avec ce personnage, c'est de mettre en jeu l'ensemble des motivations, donc la filiation, oui, l'espace et le lieu historique, les années 60-70, où elle passe de l'adolescence à l'âge adulte, l'idéologie aussi est un autre facteur. Elle est attirée par l'idéologie gauchiste. Il y a également d'autres facteurs, les gens avec qui elle est en contact, ses collègues, les autres étudiants. Ce sont des éléments qui sont bien tressés ensemble, en tout cas je l'espère. Il ne s'agit pas de prendre une psychologie familiale réductionniste, je ne veux pas le nier, mais ce n'est qu'une partie du phénomène. Quand on regarde maintenant à travers le prisme du 11 septembre, quand on examine cette période-là, nous avons tendance à réduire un petit peu le comportement de ce qui est ma génération, après tout, à une psychologie peut-être quelque peu réduite.
On y trouve certainement des influences dans des cas particuliers, mais il y a d'autres facteurs que j'ai essayé de faire intervenir dans le roman, l'histoire, le moment dans l'histoire, là où il pouvait y avoir un changement dans les institutions, dans la politique, également les idéologies qui étaient à l'époque. Vous êtes un observateur de votre temps et vous êtes un militant pour l'abolition de la peine de mort. Vous comprendrez à la fin de l'émission, parce que je rappelle systématiquement que la peine de mort n'a pas été abolie aux États-Unis à la fin de cette émission, mais par rapport à ce que vous venez de dire il y a une seconde, entre le 11 septembre et le drame de la Nouvelle-Orléans, est-ce que ça révèle les mêmes travers de l'Amérique ou les mêmes souffrances que peut endurer l'Amérique? Est-ce que ça sont deux extrêmes ou deux violences qui sont faites à l'Amérique et qui diraient quelque chose de ces tréfonds? C'est tout à fait intéressant. Juste après l'ouragan, je n'étais plus aux États-Unis. Je suis allé à Berlin quelques heures avant, donc j'ai suivi les choses à travers la chaîne CNN, et puis ensuite je suis arrivé en France. C'était très intéressant pour moi de vivre cela, parce que pendant 48 heures, il y a eu de vraies informations, parce qu'il n'y avait pas de journalistes sur place pendant les 48 heures. Comme nous avions des journalistes embarqués en Irak, il y avait donc des reporters qui étaient là devant les militaires, la police, les institutions gouvernementales, avec des équipes, des caméras. Pendant 48 heures, on pouvait voir, c'est comme si on avait soulevé un couvercle tout d'un coup, et on voyait, ça a duré 48 heures, c'était une fenêtre très courte pendant laquelle on a vu la réalité secrète de la vie américaine. On a vu les problèmes de race, de classe, ces liens très très étroits. Mais nous l'avons vu pendant 48 heures. Et ensuite, les institutions gouvernementales sont intervenues et les organisateurs des informations, Atlanta pour CNN, New York pour ABC, CBC, ont commencé à donner un éclairage un peu plus soft, peut-être pour rendre les choses un peu plus soft pour les téléspectateurs, mais je pense que les premières 48 heures étaient tout à fait révélatrices. Vous savez, en février, est-ce qu'en février prochain, lors du Mardi Gras, nous pourrons nous rappeler ces images? C'est une autre question. Mais il y a eu cette petite fenêtre, et c'était quelque part un petit peu rafraîchissant après les 4 dernières années. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est que c'est vrai que vous êtes connu comme le romancier qui a le plus dénoncé finalement le rêve américain sous toutes ses formes. Et vous avez déclaré que ce livre, donc American Darling, c'était le livre le plus pessimiste que vous aviez jamais écrit et que ça reflétait en fait votre vision actuelle de l'Amérique. J'aimerais que vous développiez cette idée. Oui, le rêve américain est peut-être un fantasme américain. Cela nous ramène à ce que je disais tout à l'heure concernant ce couvercle très lourd qui a été soulevé un petit peu, ce qui nous a permis de voir pendant un bref moment la réalité. Mais ce fantasme américain, ce qui encourage le rêve américain, c'est cette idée, cet idéal d'une société intégrée sur le plan racial, et au cours des 4 dernières années surtout, mais depuis qu'il y a une administration Bush en fait, les divisions entre les races et entre les classes sociales sont devenues de plus en plus rigides, de plus en plus douloureuse, de plus en plus large. Donc ce fantasme doit s'effondrer, doit s'écrouler. Il faut davantage d'énergie pour garder ce rêve américain. Oui, effectivement, je suis pessimiste, mais ça n'est pas un pessimisme qui... il ne se base pas seulement sur la différence entre le rêve et la réalité américaine. Cela, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Mon pessimisme se fonde surtout sur ce que je perçois comme la mise en place progressive d'un État
que je ne peux que décrire comme une plutocratie fasciste. Au cours des 4 dernières années, la progression dans ce sens a été de plus en plus rapide, extraordinairement rapide. C'est assez beaucoup institutionnalisé et je ne vois pas comment cela pourrait changer d'ici la fin de ma vie. Donc vous voyez, ça rend la perspective un peu sombre pour moi. En fait, vous posez, dans American Darling, vous posez la question de l'action. C'est quoi l'action? Et Anna, cette ancienne activiste en Afrique, se pose la question de l'action parce qu'elle épouse un ministre libérien, qu'elle a des enfants avec lui et qu'ils vivent, et qu'à quelques mètres de là où ils vivent, il y a la misère, il y a la mort quotidienne. Et elle écrit ceci dans le récit de sa vie, mais même dans ce petit cercle de voisins, d'amis et de parents, qui tous avaient désespérément besoin d'aide, je n'ai été d'aucun secours durable. Je ne saurais dire, même aujourd'hui, si la pauvreté à l'intérieur de ce cercle était réellement impossible à éliminer, comme l'était celle du reste du pays, mais elle m'apparaissait alors comme un état figé et sans espoir, irrémédiable, aussi permanent et inaltérable qu'un code génétique. Je crois que ça résume bien ce que vous venez de dire. J'ai une dernière question à vous poser dans le magazine trimestriel Transfuge, magazine de la littérature étrangère. Quand Clémence Boulouk vous pose la question de vos références en littérature, vous citez Joyce Carol Oates, vous citez Toni Morrison, parce que, dites-vous, ce sont des gens qui sont restés proches de leur milieu d'origine, c'est-à-dire que dans toute leur littérature, il y a cette référence au milieu d'origine. Vous êtes né dans un milieu modeste et vous êtes le seul à avoir réussi à passer le cap des études. En revanche, le seul qui ne trouve pas grâce à vos yeux, enfin un de ceux qui ne trouve pas grâce à vos yeux, c'est Hemingway, parce que vous dites que lui s'est perdu, hein, parce qu'il a oublié d'où il venait. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors que vous avez réussi, que vous êtes connu, y compris aux États-Unis, que le système ne vous a pas mangé aux États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans ce besoin de l'origine? Yes, I actually do. Oui, je pense. Et c'est relativement important pour moi. Je me sens un petit peu comme une plante. Je ne peux pas me déraciner, je ne peux pas me couper de mes racines, sinon je ne pourrais pas vivre, je m'étiererais, je ne pourrais que mourir en tant qu'être humain. En partie, c'est juste une question de fidélité par rapport aux gens que j'ai connus et que j'ai aimés dans mon enfance, dans mon adolescence. C'est la mémoire, le souvenir de leur vie, de leur lutte, et je ne ferai pas abandonner tout cela. Mais en partie, il y a peut-être une crainte. La crainte d'un syndrome, de la grosse tête, si vous voulez, d'une grande célébrité. C'est quelque chose qui se passe notamment aux États-Unis. Parfois, l'écrivain est plus important que le livre et je ressens une certaine angoisse à l'égard de cela et j'essaye de me blinder contre cela. Donc, ça n'est pas seulement la fidélité au milieu, c'est également ma tâche à laquelle j'essaie d'être fidèle en tant qu'écrivain.